Salut à tous et bienvenue sur CDM. Super content de vous retrouver. Et oui, c'est le week-end, c'est l'heure du bilan lecture de mes lectures de la semaine. Générique. Bon, ben, comme d'habitude, je suis super content de vous retrouver pour ce petit bilan lecture. Alors, semaine un peu spéciale, je vous renvoie à ma vidéo achat si vous ne l'avez pas vue pour avoir toutes les explications. Mais on va dire niveau achat, ça a été un peu plus light. Pour la chaîne, je précise, avec quand même 8 titres. Donc comme d'habitude, chapitré, on va commencer par voir un petit peu ce que j'ai pensé de mes lectures Marvel. D'ici, on finira par l'indé, puis bien sûr, la meilleure cover de la semaine. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, à liker. Ça fait toujours plaisir à booster. Non, je rigole, j'ai pas l'option. Pas encore, ça va venir un jour. Ah, ils ont un peu peur sur YouTube que je décolle et qu'on dépasse les 500 vues. Likez si vous aimez la vidéo, ça fait plaisir. Commentez bien sûr, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce que je dis, de mes lectures, ce que vous avez lu, que ce soit VF, VO, nombreux à le faire et c'est vraiment un super kiff. Merci à tous. Et puis partagez aussi. Et puis qu'est-ce qui manque? Je crois que j'ai tout dit. Je sais plus, il manque quelque chose. Abonnez-vous, oui c'est important, abonnez-vous pour ceux qui sont pas encore abonnés. Allez, comme ça on essaie d'augmenter cette super communauté. Allez, on part chez Marvel pour commencer. Deux titres, donc ça va aller assez vite. Cette semaine, dans l'ensemble, tout était assez solide. Pas eu de méga incroyable lecture, pas une mauvaise lecture non plus, je vais être honnête. Tout était plutôt correct. On va commencer d'ailleurs par ce numéro 2 et on va parler du numéro 3 de Wolverine Weapons of Armageddon. Cover aussi qui est très sympathique. Alors c'est une mini-série qui va être en 4 et c'est une série qui va vous faire rentrer tranquillement pour ceux qui suivent la VO, mais de toute façon vous le découvrirez en VF que ça va venir. Dans l'event de Marvel de cet été, ça va être Armageddon. Donc vous avez déjà le Captain America qui va faire partie de cet event qui est déjà sorti en VF par Panini. Après vous avez une édition très sympathique niveau qualitatif, en tout cas au niveau de l'édition. Nous, il faudra attendre parce qu'en TPB ça n'arrive que fin juin. Donc mini-série en 4 numéros. C'est écrit par Chip Zdarsky. On a Maresca au dessin et Aburtov à la couleur. Wolverine qui est retrouvé par un autre personnage qui a des capacités de retrouver les autres mutants. Ils vont faire équipe parce qu'a priori il y aurait une entreprise privée mal intentionnée bien entendu qui essaie de reproduire le programme Super Soldier ou des programmes équivalents. Ils prennent des mutants et puis ils essayent de faire des expériences pour recréer un genre de Wolverine et autres. Et Wolverine va décider d'aller accompagné de Terry O'Barnes, va essayer de trouver ce mutant qui s'appelle Tyler Torrance. Bien entendu, ça va être plus compliqué que ça et ça part en baston, en explosion, voilà, presque assez rapidement. Le premier numéro était un peu introductif et ça commence à partir. Le deuxième, c'est 100% action. Le troisième, c'est 100% action. Et ça envoie pas mal. Hein. On a notre ami Nuke là, avec son, voilà, celui qui a la face avec son petit drapeau américain là, au milieu de la tête, son bazooka dans les mains. On dirait, ça me fait penser à dans City Hunter, Nicky Larson, Mammouth. On dirait Mammouth un peu. Bon, il a l'air moins rigolo quand même. Hein. Bref, on va aussi faire un petit peu un retour du le passé pour en savoir un peu plus. Parce que vous allez voir, il y a aussi un autre Captain America qui est dans cet épisode. Moi, j'ai trouvé ça plutôt très cool. Franchement, ça se lit facilement, hein, parce que ça, voilà, course-poursuite, ça, ils vont perdre des plumes, hein, franchement. Donc, c'était plutôt très intéressant tout ça. Là où peut-être la faiblesse, c'est que je pense que c'est un titre qui s'apprécie plus si on lit en parallèle Captain America. Ce que je ne fais pas, parce qu'il y a des singles aussi qui sortent en ce moment. Je ne le fais pas. J'attends le TPB qui arrive fin juin. Je pense que cette série, elle s'apprécie mieux en lisant Captain America en même temps, parce qu'il doit y avoir des liens qui sont faits entre les deux. On sent qu'il manque des choses là. Je pense qu'il manque des choses, notamment pour après aller à l'event Armageddon. Donc moi, c'est un peu mon souci, c'est que je sens la lecture est sympa, ça se passe très bien, c'est très action orienté, donc il n'y a pas de souci. Après niveau scénario, bon, rien d'exceptionnel, mais je pense qu'il y aurait plus au niveau du background, notamment si on lit la série Captain America. Je suis passé un bon moment, mais je fais un peu la faiblesse de cette série, c'est que pour moi, ben oui, il faudrait que je lise Captain America en même temps, mais je suis pas à jour. Le TPB sort dans très longtemps, donc je vais être un peu en décalage là-dessus. Donc j'ai mis la note de 3,5 sur 5, très correct, très cool niveau action, mais c'est de l'action pure. Hein. Si vous cherchez pas un comics d'action, bon, n'allez pas sur celui-là parce que là, celui-là pour le moment, c'est 100% action. Le numéro 1 chez Marvel, bah c'était l'autre, hein, c'est pas une surprise parce que c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup et que j'attends à chaque fois, et c'est le numéro 3 de The Punisher, la série de Benjamin Percy avec un artiste José Luis Soares et à la couleur Frank Darmetta, pardon. Alors première chose qu'on a à dire, c'est niveau graphique, bon, mais c'est très
très beau, c'est vraiment joli. Alors c'est une série qui fait quand même une suite assez directe à la mini-série de Percy qui était le Red Band qu'ils ont sorti juste avant. Je pense qu'elle va arriver en VF en Panini. Donc c'est vraiment, il vaut mieux avoir lu ça avant pour se plonger dans celle-là, c'est plus compréhensible. Là on a un Frank Castle, donc un Punisher qui est plus ancien. La grosse qualité de ce titre, moi je dirais que c'est niveau graphique, c'est vraiment très très joli. C'est de l'action, c'est vraiment du Punisher de base qui essaie de se retrouver, se pose des questions. Bien sûr à l'arrière il y a d'autres intrigues avec, c'est toujours un peu à sous-base de mafia, avec des familles qui essaient de profiter des autres familles ou des grands barons du crime qui vont essayer de prendre le pouvoir dans la ville. Donc on retrouve un petit peu ces concepts assez réguliers qu'on va retrouver chez The Punisher. Ça reste bien fait pour les fans d'action, pour les fans de The Punisher. C'est une très bonne série dans l'ensemble. Moi je trouve que c'est vraiment bien. Après on peut lui reprocher peut-être un certain manque de risque. Ça reste très classique. La cover est magnifique. Moi j'ai passé encore un bon moment. Ça se lit très bien. J'y ai mis la note de 4 sur 5. C'est fini pour Marvel. On part chez DC. Comme chez Marvel, chez DC, 2 titres. Le premier titre, c'est un one-shot. C'est Batman et Wonder Woman Truth. Alors, ce titre, il est un peu spécial parce que, comme je vous dis, c'est un one-shot et ça se passe après le premier event Hush, qui date d'il y a 15-20 ans maintenant, Silence en français. Donc, on est sur cette époque-là. C'est écrit par Jeff Lubb, dessiné par Jim Cheung et à la couleur J. Davis Ramos. La cover est magnifique. Honnêtement, la qualité du comic, c'est très très bon pour 5,99. On a une belle histoire, hein. C'est pas... Là, on est à plus de 40 pages. C'est vraiment assez complet. C'est une histoire complète. La première chose, point positif de ce titre, là, c'est indéniable. C'est le côté graphique. Les planches sont tout simplement superbes. Jim Cheung fait un travail extraordinaire. On a vraiment, c'est super beau. En fait, ce titre, je vous dirais, rien que pour le côté graphique, si vous appréciez ça, c'est magnifique. Ça se regarde, ça se relit facilement tout le long du comics. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment le point très fort de ce comics. Le point négatif, je ne vous cache pas que c'est l'écriture. L'écriture est sans risque. Regardez-moi ça. Bon, je vous en garde d'autres parce que c'est juste tout le long comme ça. C'est magnifique. C'est franchement magnifique. Le problème qu'il y a, c'est que dans cette histoire, ils ont essayé de rentrer trop de personnages. On a du Batman, on a du Wonder Woman, on a du Catwoman, on a du Joker et d'autres encore. Je ne vais pas tous vous les dénoncer pour vous laisser un peu la surprise si vous décidez de lire ce titre. C'est Diana qui va prêter son lasso pour le mettre en exposition à Bruce Wayne, qui bien sûr va le placer en exposition dans un truc qui est inviolable, et à peine ils le mettent à la cérémonie, poum, le lasso il est volé de suite par un personnage que vous allez découvrir. Et en fait, on a une course-poursuite tout le long avec à chaque fois quelqu'un qui va essayer, il va essayer de récupérer le lasso et puis quelqu'un d'autre intervient, le récupère. Et en fait, c'est un peu ça l'histoire et ça permet de faire avancer. Il y a un peu d'introspection sur Batman. L'écriture est un peu vieillotte, je trouve, quand on va retrouver une Diana par rapport à écrit dans Absolute Wonder Woman. On voit vraiment une écriture moderne avec un personnage féminin qui n'est pas que là physiquement, on va dire, qui a vraiment de l'importance et de la profondeur. C'est pas le cas. On voit que c'est un personnage charismatique, elle a du style, mais elle reste dans l'ombre de Batman et je trouve que elle subit un petit peu alors que Diana, Wonder Woman, elle sait exactement où elle va. Je trouve qu'elle a un peu une écriture un peu vieillotte. Ils ont essayé d'en mettre trop pour faire intervenir plein de personnages et à la fin ça en devient une écriture un peu indigeste et puis ça reste aussi sans prise de risque, très classique. Donc je dis pas que l'histoire était mauvaise, ça se lit, c'est un one shot, mais c'est très oubliable. C'est pas désagréable, mais il n'y a pas vraiment grand chose que je vais retenir sur l'écriture. Par contre, je ne peux que dire que le dessin c'est magnifique et rien que pour le côté dessin, je me suis régalé sur ce titre pour le côté dessin. Et c'est ce qui va faire que ma note va être un 3,5 sur 5. Il y aurait une bonne écriture là, ça aurait été du 5 sur 5 sans aucune difficulté. Rien que pour l'aspect graphique, si vous aimez les deux personnages et vous allez avoir des super planches, moi je peux le conseiller. C'est vrai qu'en plus pour le prix 5,99, voilà, il aurait vendu à 7,99 ou un truc comme ça. Là, il y a une bonne qualité de comics. Bon, je ne regrette pas du tout mon achat. C'est un titre que je garderai, que je relirai sûrement comme ça, parce que ça se lit vite. Rien qu'en le feuilletant, on a encore envie de regarder un petit peu quelques planches. C'est très très beau, vraiment très très beau. Donc ça, c'était pour le numéro 2. Le numéro 1, ce sera une nouveauté Next Level. Donc un titre qui était quand même assez attendu. Next Level, on a les Lobos, les Batwoman, Firestorm et Deathstroke qui est arrivé. C'est le dernier de cette nouvelle vague de nouvelles séries de chez DC sur des personnages plus secondaires. Là, on va parler de
Zatanna avec Jamal Campbell, j'arrive plus à me souvenir de son prénom, pardon, qui écrit, dessine et colore, donc qui fait tout. Et c'est vrai que la première force de ce titre, c'est l'aspect graphique, c'est juste magnifique, on ne peut pas dire l'inverse, c'est très très beau. Donc là on va suivre notre Zatanna qui est une magicienne tout simplement et qui va être un peu comme une sorcière suprême. C'est un peu Zatanna, Doctor Strange on va dire, de chez Marvel. Donc ça va être elle du côté d'ici. Il y a eu un mini-run qui a été fait l'an dernier en 2025 par Jamal Campbell. J'ai le hardcover. Ça s'appelle Zatanna It's Showtime. Il est dit qu'on n'a pas besoin de lire Zatanna, enfin de lire celui-là, on peut commencer sur celui-là. On va vraiment essayer de lire ça sans avoir lu ça. Moi je pense, à mon avis, qu'il est quand même mieux de commencer par la mini-série qui est en 6 épisodes, qui a été fait juste avant par Jamal Campbell. Parce que moi, sur ma lecture, il m'a manqué, je pense, certaines choses. On rentre directement dans le personnage. On arrive à comprendre, mais on a quand même l'impression, la sensation de pas arriver au début de show. Alors, c'est très autour de la magie avec un personnage un peu genre de démon qui a pris possession, mais qui essaie de faire des choses bien, mais il fait des choses mal, un peu contre sa volonté. Bref, c'est assez. Ça peut être un peu brouillon. Moi, je suis pas un grand fan de tout ce qui est magie dans le comics. Doctor Strange, j'essaie d'en lire, j'ai un peu du mal. Je suis pas un méga fan de tout ce qui est magie. Zatanna, je connais pas trop, et c'est pour ça que j'avais pris ce titre. Je voulais vraiment connaître le personnage à travers celui-là parce qu'en plus il est très très beau graphiquement, c'est magnifique. Là c'est pareil, mais c'est vrai que c'est un peu brouillon. On voit qu'il y a un gros potentiel. Je pense qu'il vaut mieux avoir lu donc le mini run avant de commencer celui-là. C'est vrai qu'arrivé à la fin du chapitre, je me suis dit ça y est, ça commence à se mettre en place. Parce qu'il y a des moments, je vous avoue, dans le single, j'ai été un petit peu perdu. Il me manquait des éléments. Il se passe beaucoup de choses et c'est vrai que clairement, je vais en refaire une relecture. Ce que je vais faire sur les prochaines semaines, je vais me lire le hardcover ici, le premier mini-run de Campbell, et je me relirai celui-là pour le numéro 2. Et je pense que là, j'apprécierai énormément plus ma lecture. Je pense que j'étais pas assez immergé dans l'histoire pour complètement apprécier. J'ai mis donc la note de 3,5 sur 5. Et c'est tout pour chez DC. Allez, on va en Indé, on a 4 titres à voir. C'est parti. Premier titre, chez ND, on part chez une nouveauté de chez l'éditeur Image. C'est écrit et dessiné par Lorenzo De Felici et c'est Red Boots. Alors, sur ce titre-là aussi, il y en a pas mal à dire. C'est un titre qui est très très particulier. On va suivre 2 histoires différentes. Ce personnage-là, ici, qui rentre dans une espèce d'entrepôt où il se cache des criminels, en tout cas avec un chef de gang qui est entouré de plein d'hommes de main pour se protéger. On n'a pas vraiment d'explication, on rentre, un type qui pose pas beaucoup de questions, on sent qu'il y a quelque chose de revanche là-dedans parce qu'il porte la photo d'une jeune femme et il va se latter et exploser tout le monde. Donc on a ce côté-là qui est extrêmement classique, déjà vu pour la millième fois, là regardez, et ça va être tout le long du chapitre où il va monter jusqu'au boss final on va dire, et lui c'est le super guerrier parce que plus il y a de mecs, plus il les défonce. Et de l'autre côté on va suivre ce personnage qui est une teacher en high school, enfin donc au lycée, et qui, elle, a une vie tout à fait normale. A priori, elle vit seule avec ses chats. Elle rentre chez elle un soir après sa journée au lycée. Et là, elle découvre dans son placard une tête comme ça, qui est coupée et dans son placard. Elle l'appelle la police, elle tombe dans les pommes bien entendu parce que elle est sous le choc. Et là suit un truc très mystérieux et on voit qu'il y a une question de folie psychologique et on va suivre ces 2 histoires en parallèle où elle est entendue par la police, essaie de comprendre ce qui se passe et de notre côté on avance avec notre super guerrier à côté qui défonce tout le monde. Et à la fin on finit un petit peu sur un statu quo sur les 2 histoires pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. Et il y a beaucoup a priori de fantastique et supernaturel parce que la fin part clairement dans le supernaturel. La lecture était assez facile à suivre les 2, mais par contre, c'est vrai que c'est vrai que c'est un premier chapitre, donc ultra introductif. Je sais pas du tout où ils veulent en venir pour le moment. C'est où il veut en venir, parce que Lorenzo est tout seul. Peut-être qu'il est plusieurs dans sa tête, mais il est tout seul à l'écriture, au dessin. Le beau travail au niveau du dessin, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que là, pour le moment, je peux pas trop vous donner un avis. Je suis perplexe, je sais pas trop ce que j'ai lu. J'ai lu 2 histoires en parallèle, où il y a beaucoup, on dirait du supernaturel dans les 2, clairement du supernaturel dans les 2. On ne sait pas du tout ce qui les relie pour le moment. J'ai mis la note de 3 sur 5 parce que je sais vraiment pas où il va aller nous amener l'auteur pour le moment. Donc ça peut être une très bonne surprise, quelque chose qui va vraiment décoller et qui va être vraiment bon, tout comme quelque chose, je vais me dire, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce single. Donc c'était intéressant, mais je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. En numéro 3, et là on va retrouver nos chats préférés, le numéro 22, toujours chez Image en éditeur. Feral, vous avez le VF qui est sorti, 10 numéros sur un seul album, plutôt très cool. Donc là c'est les chats Walking Dead, on va dire, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Si il y a une épidémie
épidémie de rage, balèze la rage, hein, je vous le dis, et qui touche les animaux, donc mise en quarantaine, les chats essaient de survivre, à chaque fois qu'ils attrapent la rage, après ils deviennent des petits zombies, c'est la folie totale. Donc on va suivre l'aventure de plusieurs chats qu'on va rencontrer tout au long de nos aventures, et ils deviennent fous, ils sont comme ça. Donc ça va avancer, donc là je vais pas spoiler parce qu'il se passe pas mal de choses en VF, donc je vous laisse avancer tranquillement, mais on suit nos aventures, c'est très cool, mais attention parce qu'il y a un petit, il y a un twist, il y a un énorme twist, j'avoue, je m'y attendais pas. Alors c'est écrit par Tony Flix et par Trish Fortner qui est à l'art. Il y a aussi Tom Rodriguez et à la couleur Brand Simpson. Alors Tony Flix et Trish Fortner sont aussi connus, cette équipe, parce que avant de faire Feral, ils ont fait, tenez-vous bien, chouf, Stray Dogs, une autre série qui était basée sur des chiens. Et là, vous rêvez pas, hop, vous avez à peu près la moitié de l'album où vous êtes avec nos shows au Feral. Et en fait, il y a un crossover avec Stray Dogs parce que, alors je n'ai pas lu Stray Dogs, mais on va retrouver probablement, d'après ce que je comprends, des personnages, des chiens de Stray Dogs qui se retrouvent au même endroit que les chats. Et donc, on va suivre, c'est vraiment un crossover. Je vous dis pas l'histoire, mais il va y avoir une partie, donc il faut tourner le comics, et sur l'autre moitié du comics, on va lire ce qui se passe de leur côté. Et il y a bien sûr quelque chose qui fait que, comme ils sont un peu au même endroit, il va y avoir des personnages qui vont être liés entre eux. J'ai trouvé ça très original, très cool. Le problème, c'est que je pense que ça marche du tonnerre si on a lu Stray Dogs, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, moi, j'ai trouvé la lecture de Feral très cool, mais très courte, très courte, parce que c'est juste un demi-chapitre. Quand je suis passé à Stray Dogs, j'ai trouvé ça que c'était bien pour la continuation. Par contre, ces personnages, je ne les connais absolument pas. Je sais pas vraiment qui c'est, donc ça m'a éloigné un peu de ma lecture par rapport à ce qui se passait dans Feral, où c'est des personnages, des chats que je suis. Donc voilà, donc j'ai bien aimé quand même cette prise de risque, mais j'avoue que si vous connaissez cette série-là, ça va beaucoup mieux marcher à mon avis. Donc c'est pour ça que j'y ai mis la note que de 4 sur 5. Mais ça restait vraiment très cool, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que ça m'a surpris, c'est une bonne idée, mais il faut mieux avoir lire, par contre suivre les deux séries. Alors, je crois que c'est qu'un un volume, mais c'était pas mal, c'était bien fait. Sinon l'histoire continue, c'est vraiment très cool. Mais là je l'ai placé en troisième, avec un 4 sur 5. Et enfin, en numéro 2, on avance, on revient chez l'éditeur Image. On reste chez l'éditeur Image, on a toujours été chez Image pour le moment. Ça avait beaucoup de choses chez Image, c'est l'autre aussi, mais c'est que de l'image en indé que j'ai pris. Là on va sur Joe Pratt et Marcelo Frisin au dessin. Je vais vous parler du numéro 3 de Viking Moon, une série qui est géniale. Le seul problème, c'est que le numéro 2 était sorti il y a 6 mois. Ça a fait très longtemps. Et là, le prochain, je crois que le 4 sort dans 2 mois encore. Donc, la parution, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on suit? On suit tout simplement une famille de vikings qui arrivent dans le Nouveau Monde, qui ont voulu suivre les traces de Eric the Red, donc un des premiers pionniers vikings qui ont mis les pieds sur le Nouveau Monde, au Canada. Et en fait, eux, ils partent pour installer une colonie. Ils savent pas trop exactement ce qui s'est passé sur l'ancienne. A priori, il y a eu un massacre. Et quand ils viennent sur place, ils se rendent compte, ils font face à des natifs qui sont là, et il y a un petit twist supernaturel, c'est que ces natifs, donc là ça part à la bagarre, et comme vous pouvez voir sur la cover qui est magnifique, il y a des natifs qui se transforment en loups-garous. Donc c'est un mélange fantastique, historique, action, donc c'est très sympa parce qu'on voit nos vikings avec leur mentalité très viking et tout ça dans ce nouveau monde. C'est très guerrier comme vous en doutez, il y a pas mal de... Là c'est très action, ce numéro est très action, donc très bonne lecture, et le seul critique c'est qu'il faut attendre un moment entre les numéros, c'est un peu dommage, ça casse le rythme. Alors moi j'ai relu les 2 premiers avant de me relire celui-là, et celui-là était plein d'action, c'est une série vraiment cool. Si vous aimez les vikings, le supernaturel avec un peu les loups-garous, l'action, les dessins sont quand même superbes, franchement c'est une très bonne série. C'est en 5 numéros, voilà, donc il en reste encore 2. Curieux de savoir combien ils vont en terminer. Il y a des choses assez sympathiques, très bonne série, très bon moment, j'ai mis la note de 4 sur 5. Allez, on part chez le numéro 1 en indé. C'est peut-être une surprise, que ça, je ne le mets pas souvent en numéro 1, mais pourtant c'est un des gros titres indé qui va arriver en VF là très bientôt dans quelques semaines. C'est un dernier numéro, c'est le numéro 8, c'est la clôture de cette série, Skin Breaker, écrit par Robert Kirkman et dessiné par David Fish. Une équipe all-star, il faut le dire. À la couleur, on a Léonie qui fait un travail super parce que ce titre-là, c'est un titre qui est ultra graphique. Je ne vais pas vous spoiler, je ne veux pas vous spoiler parce que c'est la fin et c'est vraiment un titre. Le scénario est pas extraordinaire, ça reste très classique. Regardez-moi le dessin de David Fish. J'en parle plusieurs fois, je vous renvoie à mes achats pour en savoir un peu plus où j'ai déjà fait le résumé. En gros, on suit un village d'orques sur une planète lointaine, très hostile, où c'est plutôt préhistoire, donc il y a 2 façons, c'est un combat des chefs entre 2 visions, entre ceux qui sont plus modernes, qui veulent évoluer, changer techniquement,
technique et ceux qui veulent rester traditionnels, plus à l'ancienne, plus sur le côté physique et guerrier. Pour être le chef, il faut faire un combat à mort. C'est un combat véritablement de vision et autour, il y a un monde extrêmement hostile qui évolue aussi. Donc c'est graphiquement extraordinaire. Vous allez avoir, j'espère, un numéro qui va arriver en grand format en français. Nous, en VO, c'est prévu pour la fin de l'année où il y aura des albums en grand format, noir et blanc. Je pense que ça va être à peu près pareil en VF. N'hésitez pas à foncer, c'est graphiquement, c'est exceptionnel. Il a mis 7 ans, David Finch, je ne me trompe pas, pour dessiner ça. Le scénario, Robert Kirkman, c'est classique, mais je dirais qu'il clôture quand même correctement. Faut pas s'attendre à un grand scénario, mais j'ai trouvé que on avait quand même une clôture correcte. Le scénario, il est pas extraordinaire, ça je le confirme. J'ai pas été vraiment surpris parce que j'ai lu quelques bons sentiments. Bon, ça peut rester assez caricatural. C'est classique, hein, c'est quelque chose qu'on a déjà lu, relu, revu, vu en film, vu en série. Par contre, l'aventure, l'aspect combat, par contre, est super bien fait. Les dessins sont incroyables. Il y a une bonne ambiance qui est vraiment bien posée. Ça, c'est vraiment super. Donc, et je dirais que la clôture, elle reste tout à fait correcte. Donc, dans l'ensemble, je dirais que c'est un très bon titre. Sur cette clôture-là, j'y ai mis 4,5 sur 5. Je sais pas si c'est mon avis général de la série. Je dirais que graphiquement, c'est exceptionnel. C'est du 5 sur 5. L'histoire, c'est du 3 sur 5 pour moi de manière générale. Mais avec l'atmosphère, avec le tout, je dirais que je le mettrais sur une série au niveau de 4 sur 5 pour Skin Breaker. Donc c'est vraiment une série que je conseille, surtout pour l'aspect graphique, qui va plaire, je pense, à beaucoup de monde. Parce qu'il y a un côté générique quand même sur cette série-là, au niveau de l'écriture. Mais ça fait le boulot. Et visuellement, c'est superbe. On n'a pas forcément tout le temps des titres comme ça. C'est très très beau. La cover est magnifique. Je trouvais que la clôture était quand même tout à fait correcte. Donc ce sera mon numéro 1 ND, 4,5. Et à ce jour, sur ça, c'est ma meilleure lecture de la semaine. On part sur la meilleure cover. Let's go! Allez, c'est parti pour la meilleure cover. Et cette semaine, comme souvent, j'ai choisi The Punisher. J'adore cette cover, elle est magnifique. Sauf la tête de Frank Castle, là, il a un problème de tête. Hein. Je sais pas ce qui lui est arrivé là, mais je sais pas, c'est pas lui ça. C'est pas lui. Non, mais sinon, j'adore avec la tombe là, avec le mec, espèce de zombie qui sort. Elle est vraiment superbe. Dommage, j'aurais pu changer de tête à Frank Castle. Là. Je sais pas ce qui s'est passé. La Viking Moon aussi, qui est vraiment super. Regardez, elle est vraiment magnifique. J'adore l'utilisation des couleurs. Très très belle cover qui résume bien le comics, hein, ça c'est clair. Bien sûr, Skin Breaker pour leur dernier numéro. Il y avait pas mal de variantes aussi, j'ai hésité, mais celle-là elle est vraiment magnifique. Il y a celle de Tommy Moore aussi là qui est très très belle aussi, superbe cover. Et Zatanna, j'ai choisi parce qu'elle est très colorée, très très jolie cover, honnêtement j'adore. Et ma cover de la semaine, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ce sera Skin Breaker parce qu'elle est vraiment superbe pour une série tout à fait sympathique. Très très jolie cover, très très jolie couleur, belle ambiance avec la lune, j'adore. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça a été le cas. J'espère que vous avez de bonnes lectures, vous passez un bon week-end, je vous souhaite un bon début de semaine. Moi je vous retrouve probablement pas mardi, je pense, je ne sais pas encore. Ce sera sûrement mercredi pour les achats de la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt, ciao.